Bonjour tout le monde, bienvenue donc sur ce nouveau webinaire de Phoenix, dédié cette fois-ci aux industriels du non alimentaire. On va s'intéresser donc à la partie dons et on va essayer de vous donner toutes les billes pour transformer vos obligations sur les invendus non alimentaires en opportunités business. Alors on a avec nous aujourd'hui Alexis et Estelle. Je vous laisse peut-être vous présenter rapidement. Estelle, si tu veux. Oui. Bonjour tout le monde. Estelle Lian, je suis responsable des partenariats associatifs chez Phoenix. Je travaille chez Phoenix depuis 5 ans. Bonjour tout le monde, moi c'est Haïti Pédono et je gère les invendus des industriels depuis 4 ans chez Phoenix. Merci, bienvenue à tous les deux. Alors, au programme de ce webinaire, on va s'intéresser un peu à tout ce qui tourne autour du don. Donc, qui sont les acteurs du don, quelles sont les règles qui régissent ce sujet-là, quels sont les documents obligatoires aussi pour être en conformité réglementaire. On fera un petit point sur les notions de traçabilité et de sécurité des produits. Et puis, évidemment, c'est peut-être ce que vous attendez le plus, on parlera d'opportunités derrière le don. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On se gardera un petit temps à la fin pour y répondre. L'idée, c'est qu'on vous apporte un maximum d'infos dans ce webinaire, mais si on oublie des choses ou s'il y a des choses qui sont pas claires, voilà, n'hésitez pas. On prendra le temps à la fin de la présentation pour y répondre. Alors, on va pouvoir commencer. Peut-être pour planter un peu le décor, Alexis, tu peux nous présenter rapidement qui est Phoenix ? Oui, bien sûr. Phoenix, c'est donc une entreprise qui a 10 ans cette année et qui est partie d'un constat, c'est que si on réduit le gaspillage alimentaire, on peut réussir à nourrir les personnes en situation de précarité sur le territoire. Donc, Phoenix a commencé son activité, a développé son activité d'abord auprès des retailers alimentaires, puis on a élargi notre action auprès des industriels alimentaires et non alimentaires. Donc, notre mission à Phoenix, nous, c'est vraiment d'accompagner les acteurs de la production et de la distribution alimentaire ou non alimentaire dans la réduction des invendus, notamment en facilitant le don auprès de nos associations, qui aujourd'hui, on a plus de 3000 associations dans notre réseau. Et si on doit retenir un chiffre, à Phoenix, c'est plus de 37 000 tonnes de déchets revalorisés par an. On a aussi donc une approche globale de la gestion des invendus. D'abord, on va aider nos clients à identifier les stocks qui peuvent être valorisés et on va les aider à les distribuer auprès des associations selon la règle le bon produit dans les bonnes quantités vers la bonne association. Notre champ d'action concerne l'alimentaire et le non alimentaire et on va accompagner sur toute la chaîne de valeur du producteur au consommateur en passant par le distributeur. Parfait, merci. Alors, premier point avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur la loi et particulièrement la loi AGEC puisqu'on s'intéresse vraiment aujourd'hui spécifiquement au non alimentaire. Alexis, est-ce que tu peux nous rappeler un peu dans les grandes lignes ce que dit la loi ? Oui, alors globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les industriels du PGC doivent trouver des solutions pour leurs invendus autres que la destruction. C'est dû à la loi AGEC qui impose cette réglementation. Et cette réglementation, elle devient de plus en plus restrictive et exigeante. Elle a d'abord interdit donc la destruction des invendus non alimentaires neufs. Ensuite, elle a imposé une hiérarchie des modes de traitement, à savoir en priorité, on va utiliser le réemploi et donc le don sera privilégié pour les produits surtout de première qu'on appelle de première nécessité, ou alors on peut utiliser le déstockage ou la réutilisation des produits et enfin le recyclage, sachant que le recyclage arrive un peu comme solution de dernier recours puisque c'est le plus polluant et le plus énergivore. Et la loi AGEC dit aussi, pour les produits de première nécessité, que le don est à privilégier parmi toutes ces solutions.
Ok, donc depuis janvier, hein, la dernière évolution de la loi, c'est en janvier dernier. Il y a quand même un changement non négligeable sur le non alimentaire, puisque tout le monde est concerné par cette réglementation. Merci pour ce petit rappel. Donc, premier point sur un peu les règles du don. On va s'intéresser aux acteurs. Estelle, est-ce que tu peux commencer par nous dire qui sont les acteurs qui sont concernés par le don, qui doit faire du don? Oui, bien sûr. Comme l'a dit Alexis, la loi AGEC a encouragé et encourage fortement le don comme solution de valorisation depuis 2020. Mais en fait, jusque 2023, c'était seulement les filières REP, donc à responsabilité élargie des producteurs qui étaient concernés, alors que désormais, c'est absolument tous les producteurs, les importateurs, les distributeurs de produits non alimentaires neufs qui sont soumis à cette réglementation. Très clair. Et côté récepteur, est-ce que toutes les assos peuvent recevoir les dons ou est-ce qu'il y a des spécificités à prendre en compte? Alors, si le donateur souhaite bénéficier d'une réduction fiscale, il faut que l'association puisse être éligible à émettre un reçu fiscal. Pour cela, un seul critère fondamental, être reconnu d'intérêt général. Et donc, une association est reconnue d'intérêt général si elle coche 3 critères. Un, que son but soit non lucratif, que sa gestion soit désintéressée et qu'elle ne vise pas seulement un cercle restreint de personnes. Donc, cette reconnaissance est purement déclarative. L'État n'émet pas de certificat ou pas de garantie pour prouver que l'asso est bien reconnu d'intérêt général. Il est donc vraiment important de bien connaître son réseau associatif et chez Phoenix, nous avons une équipe totalement dédiée à cela pour accompagner les associations partenaires sur tout le maillage territorial et apporter justement cette expertise terrain. Alors, quelle est la différence entre une asso qui serait reconnue d'intérêt général et une association reconnue d'utilité publique? Alors, contrairement à l'association reconnue d'intérêt général, une association reconnue d'utilité publique reçoit un certificat délivré par l'État. Donc, être reconnu d'utilité publique, c'est fait par décret au journal officiel. Il doit avoir une délivrance d'une attestation annuelle avec la date et le numéro de décret de la reconnaissance. Donc, il y a 5 conditions à remplir pour être reconnu d'utilité publique. Et donc, par exemple, juste pour rebondir, il faut par exemple être reconnu d'intérêt général pour pouvoir prétendre être reconnu d'utilité publique. Très bien. Et sur la partie réemploi, on cite les acteurs du réemploi. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on entend par ça, par acteurs du réemploi? C'est par exemple le réseau Envie, mais aussi les ressourceries, les recycleries reconnues d'intérêt général par les collectivités territoriales ou par des citoyens. Très bien. Donc tout à l'heure, on disait avec Alexis que pour les produits de première nécessité, le don doit être privilégié. Est-ce qu'il y a des associations en particulier à qui il faut donner ces produits dits de première nécessité? Alors, on va bien entendu flécher vers des assos de lutte contre la précarité et ou des structures de l'économie sociale et solidaire, donc qui ont l'agrément ESUS. Donc, ce sont des structures qui ont une activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale, qui contribuent à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles. Ce sont des structures qui, par exemple, contribuent à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, qui peuvent contribuer à la préservation et au développement du lien social, ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, et ou des structures qui concourent au développement durable dans ses dimensions économiques, sociales, environnementales et participatives, par exemple à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve bien entendu que leur activité soit liée à un des objectifs que j'ai mentionnés. Très clair. Merci Estelle pour ce petit tour d'horizon. On passe aux règles du don. Donc, j'imagine qu'on se pose beaucoup la question de est-ce que je peux donner ce produit ou est-ce que je ne peux pas le donner. Peut-être déjà pour commencer, Alexis, quels sont les produits qui peuvent ou qui doivent être fléchés
fléchés par le don de manière plus générale? Oui, bah, il y a plusieurs catégories. La plus évidente, c'est les produits qui étaient initialement destinés à la vente, donc les invendus. Mais il y a aussi d'autres catégories de produits qui peuvent être fléchés vers le don. Par exemple, la loi, elle autorise et elle encourage même le don des produits de testeurs échantillons, par exemple, mais aussi des produits réservés aux professionnels, comme des produits destinés pour des salons de coiffure, par exemple, qui peuvent être donnés à des associations qui ont des projets de réinsertion et qui ont des ateliers autour de la coiffure, ou bien même, par exemple, grosses œuvres de chantier, des matériaux, par exemple, qui peuvent aussi être fléchés aux dons vers des associations qui peuvent l'utiliser, elles, pour de la rénovation de leurs locaux, par exemple, ou ce genre de projet. Il y a énormément de cas différents, mais globalement, quasiment tous les produits peuvent faire l'objet du don, et pas uniquement les produits qui n'ont pas été vendus, entre guillemets, de manière classique. Très bien, merci. Donc, il y a des produits qu'on peut donner, mais est-ce qu'il y a aussi des produits qui sont interdits au don? Alors oui, il en existe quelques-uns. On va par exemple avoir les médicaments. Mais après aussi, on a tous les produits abîmés, les produits fuyants par exemple, ou dont l'intégrité est pas assurée, qui sont interdits au don. En fait, finalement, c'est une histoire de bon sens. À partir du moment où le produit peut représenter un danger pour le bénéficiaire, alors il n'est pas donnable. Et puis après, il y a encore d'autres cas un peu plus particuliers, comme les livres. Oui, ça dépend beaucoup de la typologie de produit. Donc après, c'est des règles un peu spécifiques, mais globalement, c'est ça. On évite de mettre en danger le bénéficiaire. Alors, on va pas forcément rentrer en détail pour chaque typologie de produit, hein. Effectivement, on vient de le dire, il y en a beaucoup. Mais peut-être, Estelle, quels sont les 2 points d'attention particuliers qu'on doit vraiment suivre pour faire du don? Eh ben, comme indiqué, globalement, il faut faire attention à 2 choses, la date et l'étiquette. Et donc, sur les dates, on commence par les dates. Comment ça marche pour le don de produits? Et là, on rappelle qu'on parle bien de non alimentaire. Donc, en ce qui concerne les produits avec une DLC, donc une date limite de consommation, par exemple pour la pet food, la loi dit que ces produits ne peuvent être donnés après la date. Mais côté asso, comme chez Phoenix, on recommande quand même de garder un délai de 6 mois avant la date pour que les produits ne représentent pas un danger pour les bénéficiaires des associations et que ces bénéficiaires aient le temps de les utiliser. Sur les DDM, donc date de durée minimale, de durabilité minimale, tout dépend des produits et de leur spécificité. Pour chaque catégorie de produits, ça demande un peu de recherche et un peu de connaissance du secteur et des associations qui peuvent elles aussi avoir leurs propres règles. Ok. Et concernant l'étiquette, quels sont les éléments qu'il faut checker dessus? Donc, il y a plusieurs informations à vérifier et qui doivent absolument apparaître sur l'étiquetage des produits donnés. Donc, le numéro de lot, la date, la liste des ingrédients et des allergènes, bien entendu, les marquages, les notices et les avertissements relatifs à la sécurité des produits. Et comment ça se passe si on a une étiquette qui est un peu abîmée, un peu effacée? Est-ce qu'il y a une façon de faire du don quand même? Alors, si une étiquette est abîmée, mais que toutes les informations que j'ai listées précédemment apparaissent, il n'y a pas de problème, on peut donner. Par contre, si l'étiquette est un peu abîmée, alors il y a des informations qui sont manquantes. Il faut juste communiquer ces informations manquantes ou erronées de manière lisible, précise et claire, et comme ça, cela peut être donné. Ok, donc on peut le faire à part du produit, par exemple, avec une étiquette qui serait détachée du produit, quoi. Exactement. Très clair, merci. On en reparle régulièrement, mais des produits de première nécessité. Estelle, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on entend par produit de nécessité et qui sont du coup les produits prioritaires au don? Oui.
Alors, d'après ce que dit la loi, les produits dits de première nécessité et donc qui doivent être obligatoirement être fléchés vers le don sont tout ce qui concerne l'hygiène, donc savon, shampoing, papier toilette, serviette hygiénique, tous les produits d'entretien, donc lessive, produits vaisselle, éponge, ou les produits puriculture et soins bébés. Donc, par exemple, les couches, les biberons, les lingettes. Puis ensuite, les associations qui font également des recommandations en fonction de leurs besoins et des produits qui manquent et dont leurs bénéficiaires ont besoin. Donc, parmi ceux-ci, on peut vraiment considérer les produits comme prioritaires par les associations, le matériel de cuisine, l'électroménager, la literie, les fournitures, le multimédia, les vêtements, les jeux, les jouets, etc. Très bien. Donc, il y a d'un côté ce que dit la loi et puis de l'autre les besoins des associations qui voient ce qui manque aussi pour leurs bénéficiaires, quoi. Très clair. Sur la partie mise en conformité, alors c'est la partie peut-être qui est un peu la moins marrante, mais c'est indispensable. Estelle, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les documents qui sont incontournables pour valider le process de don? Alors le premier document, c'est évidemment la convention de don, la convention de partenariat. Donc elle est obligatoire pour tous les acteurs qu'on a cités précédemment et elle est signée entre les deux parties, donc entre le donateur et le récepteur. Elle détermine simplement, mais c'est important, la responsabilité de chacun aux différentes étapes du don. Elle est générale et ne correspond pas à un don en particulier. Ensuite, en deuxième document, il y a un document qui contient deux éléments importants, le bon de retrait, qui est aussi appelé bon de réception, et le listing détaillé. Donc, dans le bon de retrait ou le bon de réception, on retrouve l'identification du donateur et du bénéficiaire, la description physique des denrées données, le numéro d'agrément, la date de prise en charge par l'association et la signature de l'association. Et dans le listing détaillé, on retrouve tout le listing détaillé des produits qui sont donnés. Donc, la référence, les DLCDDM, les unités par produit, etc. Donc, ce document, on va dire 2 en 1, est vraiment obligatoire à chaque don. Et enfin, le troisième document, c'est le rapport extra-financier ou RSE, à travers lesquels les acteurs de l'IA doivent rendre publics leurs engagements anti-gaspi. Donc, Phoenix peut d'ailleurs donner des chiffres et des indicateurs extra-financiers pour aider à compléter le rapport. Par exemple, avec des reporting bilans. Très clair. Et Alexis, peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe chez Phoenix au niveau de ces documents, qui gère le suivi, comment ça se passe pour la signature, etc. Ouais. Alors, chez Phoenix, on va se charger d'éditer les documents, donc les conventions, mais également les bons de retrait, avec les listings détaillés, via des outils qu'on a développés en interne, et on va s'assurer de la signature de ces documents par les acteurs, donc les associations, mais aussi également les donateurs. Grâce à ces outils, on a pu numériser ces documents, les archiver et les rendre accessibles pour le donateur, mais aussi pour le récepteur. Et ça permet à tous les acteurs du don d'avoir déjà un accès permanent sur le suivi des dons donnés ou des dons reçus selon quel acteur on est, mais aussi en simplifiant et en facilitant l'aspect administratif de ces dons, tout simplement. Ça marche. Merci. On passe à la traçabilité et la sécurité des produits. Un point assez important. Estelle, en ce qui concerne la traçabilité, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi il faut faire attention? Alors oui, tout à fait. Donc la traçabilité, c'est déjà l'ensemble des mesures qui sont mises en place pour garantir le suivi d'informations liées au produit, donc de sa réception à sa distribution. Donc d'abord, il faut s'assurer d'avoir l'association adaptée aux produits donnés, en termes de typologie de produits, de date, DLC ou DDM, mais aussi au volume. Est-ce que j'ai des palettes entières ou juste quelques colis? Donc, en fonction de cela, il faut trouver l'association en capacité de recevoir ces dons
et de le redistribuer, donc avec le transport, les capacités de stockage, ce qu'on a vu précédemment. Ensuite, ça rejoint le point sur les règles du don, mais il faut vérifier bien entendu l'étiquetage des produits et des lots. Et on a déjà vu précédemment les documents obligatoires prévus à cet effet. Et en ce qui concerne les normes, on sait que sur les produits non alimentaires, il y a beaucoup de normes qui existent lors de la vente. Comment ça se passe sur le don? Alors, ça reste simple puisque les normes en vigueur sur la vente sont les mêmes pour le don. Très clair. Merci Estelle. On arrive sur la partie plutôt opportunité. Alors, on l'a vu jusque-là, hein, le don, c'est quand même assez parfois un peu compliqué, mais en même temps, derrière, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, beaucoup d'opportunités. Pourquoi est-ce que c'est un avantage? Pourquoi c'est intéressant de faire du don? On va découvrir un peu tout ça ensemble. Estelle, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est intéressant de se tourner vers le don? Pourquoi on pousse à aller vers le don aussi, nous? Alors parce que déjà c'est une option économique très intéressante puisque comme pour l'alimentaire, le don de produits non alimentaires ouvre droit à une réduction fiscale. Donc cela représente un revenu plutôt qu'un coût et c'est donc aussi souvent plus rentable que la vente à prix soldeur. Donc outre cette option économique, cette démarche économique, il y a aussi une option qui est plus solidaire et qui s'inscrit pleinement dans la démarche RSE de l'entreprise. Chaque année, les appels aux dons se font de plus en plus nombreux de la part des associations nationales, comme d'ailleurs locales, et elles ont besoin des produits spécifiques, de qualité, pour venir un nombre croissant de bénéficiaires croissant et donc qui augmente chaque année. Donc c'est un engagement RSE important, ce qui amène en plus les entreprises à valoriser leur image de marque. D'autant qu'en plus aujourd'hui, les consommateurs comme les employés sont très regardants et exigeants quant aux engagements des entreprises. Et enfin, c'est un formidable outil de sensibilisation des équipes et beaucoup de nos clients, de nos clientes nous confient que cette démarche de don a permis de mettre en lumière le sujet des invendus et que finalement les équipes puissent prendre conscience et devenir motrices de la démarche sur toute la chaîne pour réduire les invendus et le gaspillage. Oui, sur ce dernier point, j'y pense, on avait fait un webinaire avec Shiseido qui nous expliquait justement cette partie sensibilisation et que ça avait beaucoup aidé à mobiliser les équipes sur le sujet du suivi de l'anti-gaspi. On pourra vous partager le replay un peu plus tard. Il est sur notre chaîne YouTube, mais il était assez intéressant sur ce point-là. Si on revient sur la partie réduction fiscale, Alexis, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, l'élément clé, ça va être le reçu fiscal qui doit être présenté en cas de contrôle. Ce reçu fiscal, il peut être délivré par les associations d'intérêt général ou reconnues d'utilité publique, comme a précisé Estelle tout à l'heure. Mais il y a aussi également d'autres organismes qui peuvent délivrer ces reçus fiscaux. Et comment on obtient donc ces reçus fiscaux auprès des assos? Le reçu fiscal, il va ajouter une étape administrative dans le don. C'est vrai que ça va créer une charge administrative complémentaire, côté récepteur comme côté donateur. Donc à Phoenix, on a décidé de s'occuper et de gérer cette partie reçu fiscal. Donc on va éditer les reçus fiscaux grâce à nos outils et on va permettre à l'association de pouvoir les signer électroniquement, mais aussi d'avoir une visibilité sur les dons qui sont liés à ce reçu fiscal. En fait, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir fournir aux donateurs, mais également à l'association, de la visibilité sur les dons et tout en facilitant l'édition et la signature de ces reçus fiscaux. D'autant plus qu'aujourd'hui, la loi elle a uniformisé le principe de la déclaration de dons en obligeant les mentions du montant des dons reçus sur les reçus fiscaux. Ça marche. Et comment elle est calculée, cette réduction fiscale, globalement, parce qu'il y a peut-être des spécificités, mais de manière générale? Oui, globalement, c'est 60%. Après, peut y avoir des plafonds en fonction du montant de dons.
Donc parfois, on peut avoir une réduction d'impôt qui est aussi entre 60 et 40%. Mais encore une fois, il faut un peu étudier chaque cas pour vraiment avoir la réponse. Ouais, il y a cette notion de plafond qui existe, quoi. Exactement. Très clair. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on le voit, le don, c'est quelque chose d'un peu compliqué parfois, qui nécessite de nombreuses expertises et pas mal de ressources. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux quelle est la valeur ajoutée de Phoenix là-dessus? Pourquoi c'est intéressant de faire appel à un prestataire comme Phoenix pour se faire accompagner sur le don? Estelle, peut-être pour commencer? Alors, Phoenix, la grande valeur ajoutée, c'est qu'elle repose sur deux piliers majeurs, qui est, comme tu l'as dit, son expertise, et notre réseau associatif qui comprend plus de 3000 associations. Donc, grâce à ces deux forces-là, on est capable de trouver des solutions pour tout type de produits, et même les plus insolites, et à en garantir la traçabilité. Ça nous permet de gérer tout type de quantité de produits aussi, donc de la ramasse au don ponctuel, de quelques colis jusqu'à plusieurs centaines, voire beaucoup plus de palettes. Et enfin, d'être très réactif. Et le fait que nous avons autant d'associations partenaires, ça nous permet d'avoir un maillage territorial associatif donc très fort, et avec une équipe elle aussi de chargés de relations associations qui sont sur le territoire pour permettre un accompagnement et un suivi de nos associations en région. Parfait. Et sur la partie accompagnement, si tu devais nous résumer ça en quelques étapes clés, Alexis? Oui, alors la première étape, quand on reçoit des propositions de dons, ça va être de trouver l'association adaptée aux produits donnés et qui correspond aussi à la résolution de ces problématiques. Donc ça, on peut le réaliser grâce à la connaissance qu'on a acquise auprès de notre réseau d'associations. Et aussi, on peut rajouter, avoir un rôle de conseil aussi, informer le donateur si certains produits peuvent ou pas être donnés. Une fois que l'association a été trouvée, on va mettre en place une logistique adaptée, c'est-à-dire que soit l'association va pouvoir passer directement, si elle en a les possibilités, pour venir récupérer les produits, ou soit on va faire appel à un transporteur pour qu'il puisse enlever les produits pour livrer l'association. On arrive ensuite à la troisième étape de traçabilité. Donc, pareil, toujours grâce à cette connaissance d'association, de notre réseau associatif, on va pouvoir assurer la fiabilité à nos clients. On va également pouvoir consolider tout ce suivi administratif que j'ai développé un peu plus haut, mais donc sur tout ce qui est signature des documents, donc convention, bon de retrait, listing et reçus fiscaux. Et donc tout ça rejoint après à la quatrième étape. Grâce à nos outils, on va pouvoir numériser tous ces documents, les mettre à un même endroit, et donc permettre une centralisation de tous les documents, côté asso comme côté donateur. Et encore une fois, ça va rajouter de la visibilité et de la lisibilité sur tout cet aspect administratif qui parfois peut être assez lourd. Ça marche. Donc, c'est notre outil Destock qui permet tout ça. Donc, un service clé en main sur la partie réglementaire et il permet de centraliser tous les documents administratifs obligatoires. Et ben, on a fait le tour. Merci beaucoup à tous les deux pour votre expertise, vos conseils et puis voilà tous vos tips sur le don. On va passer à la partie questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a pour l'instant bien tenu le timing, donc voilà, n'hésitez pas. On est dispo pour répondre à vos questions. Alors, une question: des stocks dormants d'équipements pro peuvent être donnés. Enfin, est-ce qu'ils peuvent être donnés? Peut-être alors, équipement pro, est-ce qu'il y a besoin de préciser ou est-ce que vous avez déjà la réponse, Alexis et Estelle? Si ça concerne les EPI, par exemple, on peut effectivement les donner à des associations. Ils sont même demandeurs de ce genre de produits. Et on le fait déjà avec certains de nos clients. De style vitrine réfrigérée, pétrin.
Mm. Bah, après, je pense que effectivement, ça demande à rentrer un peu plus dans le détail des besoins à ce sujet. Mais il faut se dire que il y a vraiment quasiment tous les produits peuvent être donnés. Dans le non alimentaire, il y a un très large spectre de produits qui peuvent être donnés. Après, là où va y avoir la difficulté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de vraiment connaître les assos pour être sûr que l'association a ce besoin-là pour récupérer les produits. Mais a Donc, priori, globalement, je dirais oui. Ouais, tant que les produits, les équipements sont fonctionnels Mm. et peuvent être utilisés, c'est notre expertise, voilà, de trouver des associations pour récupérer ces stocks dormants, comme voilà, si vous les avez. Mm. ça marche. Ouais, on a déjà eu des produits qu'on appelle un peu atypiques et qui trouvent souvent preneur quand même. Exactement. Est-ce qu'on pourrait échanger autour de ce sujet? Oui, bien sûr. Je mets ton contact, Alexis, Ouais, par mail. Voilà, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions à l'instant même, mais que ça vous vient plus tard, n'hésitez pas. Le contact d'Alexis est ici. Et puis évidemment, comme chaque cas est spécifique et différent, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on creuse davantage chaque produit, chaque sujet. Alors n'hésitez pas s'il y a encore des petites questions. On a quelques minutes encore. Comment on s'organise sur la partie comment ça marche pour faire le don? C'est ça la question. Comment ça fonctionne? Comment on s'organise pour lancer cette opération de don? Peut-être Alexis, si tu peux nous expliquer un peu plus en détail, peut-être la démarche globale. Oui, alors pour rentrer un peu plus dans les détails par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, nous, ça marche de la manière suivante, c'est-à-dire que nos clients vont nous envoyer un premier listing des produits qu'ils ont de disponibles au don. Nous, on va faire une première lecture de ces produits pour identifier si, par exemple, certains produits ont été proposés mais qui ne sont pas donnables. Donc, on va faire un premier tri sur ce listing-là. Ensuite, une fois qu'on reçoit, qu'on a trié ce listing, on va pouvoir le diffuser auprès de nos associations. Donc, ça peut prendre des fois quelques heures, mais généralement, ça prend entre 24 et 48 heures pour que les assos se positionnent. Ensuite, on va sélectionner une association pour récupérer les produits. Donc, comme je vous disais, soit en direct ou soit via la livraison par un transporteur. Une fois que les produits sont récupérés, les documents, de toute façon, sont disponibles en signature par l'association sur notre outil des stocks. Et d'une fois que les documents sont signés, ils vont apparaître côté donateur comme côté récepteur. Très clair. Et nous, en fait, on va faire... ouais, c'est ça. En fait, nous, on va vraiment faire l'intermédiaire. On va s'occuper de la logistique, on va s'occuper de l'aspect administratif. En fait, vous nous faites seulement part de votre listing de dons et ensuite, nous, on reviendra simplement vers vous pour vous demander ou vous confirmer une date d'enlèvement des produits. Très clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui apparaissent? Pour l'instant, non. N'hésitez pas. Puis sinon, c'est que c'était suffisamment clair. On l'espère en tout cas. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions. Merci encore beaucoup à tous les deux, Alexis et Estelle, pour votre expertise. On a appris pas mal de choses ce matin sur le non alimentaire. Le replay sera disponible dans la journée. Voilà, donc n'hésitez pas. S'il y a d'autres questions qui vous viennent un peu plus tard, contactez-nous. On sera là pour vous répondre. Et puis voilà, sinon on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bonne journée tout le monde, à bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.